Quand j'ai vraiment compris l'impact qu'avait l'agriculture d'un point de vue écologique, je me suis dit, mais il faut diffuser ça, il faut partager ça. L'agriculture, il y a 50% de notre territoire, c'est de l'agriculture. Et même si on extend un peu, il y a 30%, c'est de la foresterie. Et notre manière de gérer ces 80% du territoire sont dans des logiques de destruction. Donc c'est quand même assez incroyable. Je trouve qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement, on va nous parler de voitures électriques, d'ampoules basse consommation et de fermer les robinets, mais le sujet de l'agriculture, qui est vraiment le sujet central, eh ben, il est souvent au moins mis de côté. Il avait 23 ans, un master d'économie et une question qui n'avait pas de réponse dans les amphithéâtres. À quoi ça sert de faire tout ça si ça fait pas sens au bout, si c'est pas utile pour quelque chose? Alors il est parti. 1 an en Italie, 1 an au Canada, 1 an au Mexique, le Népal. Et au bout de tout ça, une conviction étrange et tenace. Pour aider le monde à aller mieux, il fallait d'abord changer ce qu'on faisait chez nous, sur la terre, là, sous nos pieds. Et donc en 2008, Benoît achète 10 hectares en Dordogne. Il a presque rien. Il ne connaît presque rien dans l'agriculture et c'est exactement pour ça qu'il va tout réinventer au final. Aujourd'hui, la ferme de Cagnols, c'est 20 ans d'expérimentation en maraîchage sur sol vivant, en agro-recyclerie, en multiplication de semences paysannes, en CBD, CBG. Et c'est une chaîne YouTube qui a formé des centaines de maraîchers aussi. C'est aussi un livre qui est sorti après 3 ans de travail. Et c'est un homme qui s'obstine finalement, tranquillement, à prouver une chose simple. On peut produire sans détruire. Et dans cet épisode, on va parler de ce que ça coûte vraiment de tenir 20 ans comme ça sur un projet de vie. Comment on passe de l'idéalisme à la réalité d'une ferme qui doit vivre, réellement vivre. Pourquoi savoir produire, ça ne suffit pas? Et qu'est-ce que ça change quand on l'accepte enfin? Et comment un terrain dont personne ne voulait finalement peut devenir un laboratoire vivant qui inspire des milliers de personnes. Vous allez voir, Benoît parle doucement, précisément, avec cette façon dont les gens de terrain ont de ne jamais en dire trop ou en faire trop. Mais ce qu'il dit, ça impacte, ça va vous faire réfléchir sérieusement et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Benoît, merci d'être présent dans le podcast Entrepreneurs du Vivant. Super heureux de te recevoir pour que tu nous témoignes de ton parcours. Très, très bienvenue à toi. Merci Benjamin pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc écoute, on a eu une petite présentation, on a eu une petite intro juste avant de commencer pour savoir les grandes lignes de ce que tu faisais. Néanmoins, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là, évidemment, mais surtout sur le passé, ce qui a déclenché un petit peu ton changement de vie, parce que ça a été un changement de vie assez radical quand même. Où tu étais avant ce projet de la ferme de Cagnols, qu'est-ce que tu vivais au juste ? Est-ce que c'était un changement de vie ou juste un choix de vie? En fait, moi, je suis arrivé à la ferme, j'avais, 23 ans. Ouais. Donc, j'ai fait des études d'économie et de gestion. Puis après, je suis allé me balader 1 an au Mexique. Ok. Et après, finalement, même dans le cadre de mes études, j'étais parti 1 an en Italie, 1 an au Canada. Après, j'étais retourné en Italie, au Mexique. Et finalement... j'avais envie de me poser, c'est là où je me suis installé du coup à la ferme. Du coup, c'est vraiment presque un choix de vie, quoi. C'était un choix. C'était à la fin de tes études. Tes études, ce que tu avais choisi comme études ne convenait pas. Ça collait pas. Mais en fait, j'ai fait un master 1 et au master 2, ça m'a surpris parce que on m'a demandé, il fallait faire une lettre de motivation pour continuer les études. Alors, comme s'il fallait avoir un projet déjà de travail, un projet, on va dire, c'est comme si il fallait savoir ce qu'on allait faire pour étudier. Alors j'avais l'impression que moi je faisais des études pour décider ce que j'allais faire après. Ça m'a un petit peu gêné de devoir faire une lettre de motivation, puis finalement, des fois dans la vie, il y a des chemins où tu arrives à une bifurcation et j'ai préféré partir au Mexique 1 an et c'est pour ça que finalement, là j'ai arrêté mes études, quoi. Pourquoi tu as décidé d'aller voyager comme ça? Tu avais envie de voir un peu comment ça fonctionnait dans le monde, d'autres cultures, d'autres... Après, en stratégie et finance d'entreprise, si on réfléchit à l'impact de certaines actions, on peut avoir envie de ne pas forcément cautionner tout un système. Par exemple, quand on voit qu'on spécule sur des matières premières, s'il y a des gens qui souffrent des fois à l'autre bout de la chaîne, j'avais pas envie de... En fait, je me posais beaucoup de questions existentielles sur
parce que je suis quand même un privilégié, j'ai un passeport français, j'ai des parents, je suis fils unique, des parents qui me soutiennent. Et étant un privilégié, je me dis, je peux pas faire n'importe quoi. Et du coup, moi, il y a des choses que j'avais pas envie de faire, quoi. Tu te sentais un peu responsable, enfin en tout cas en responsabilité de quelque chose. C'est ça ? Bah, il faut que ça ait du sens, parce que si Ouais. ça n'a pas de sens, à quoi bon, quoi. Et ce sens-là, tu l'as d'abord trouvé dans le voyage ou c'était... Pourquoi avoir choisi de voyager en fait ? C'est ça qui me questionne. J'ai voyagé parce que j'avais envie de voyager, je sais pas pourquoi, véritablement, tu cherches des trucs et tu te balades, Ouais. et au bout de plusieurs années justement à être en voyage, je me suis dit que la conclusion, c'est que que à force de voyager, tu trouvais de toute façon toujours la même chose un peu partout. Et du coup, c'est là où j'étais prêt, du coup, après plusieurs années à me balader, à me poser à un endroit, puisque finalement, j'avais l'impression que ce qui créait le voyage, c'était les rencontres que tu faisais avec les gens. Et donc, tu peux te poser à un endroit, du moment que tu rencontres des gens, et ben, tu continues à voyager. Et j'ai accueilli sur la ferme pendant 8 ans des woofers, donc il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, et du coup j'ai continué à voyager, même en restant sur place, quoi. Ok, qu'est-ce qui, au bout de ces années de voyage, etc., t'a fait te dire, moi je vais aller m'installer en Dordogne, je vais créer une ferme ? Quand je suis sorti de mes études, j'avais quoi? Il était les années 2005. On avait encore cette idée qu'il fallait. Moi, il y avait les pays presque qu'on appelait en voie de développement, ces idées de dire bah, je vais aller aider les gens. Quand je suis allé au Mexique, je suis allé rencontrer un Américain qui avait un espèce de dispensaire, et du coup l'idée c'était d'aller avec lui pour l'aider, bref. Et en fait, je me suis aperçu à chaque fois, parce que j'étais parti aussi au Népal avant, qu'en fait, ce qui créait la misère presque dans ces pays-là, c'était en fait, ce qui faisait qu'ils vivaient mal, c'est qu'ils aspiraient à vivre comme nous. Et la conclusion, ça a été de dire que pour les aider, il fallait changer notre mode de développement, il fallait inspirer autre chose que toujours à consommer plus, parce que ça, c'était pas la solution. Du coup, c'est principalement ça. Je me suis dit, pour les aider, en fait, presque pour m'aider moi-même, parce que je crois que le problème, il est vraiment dans le mode dans tout ce narratif qu'on a créé sur la consommation. Qu'on a créé, tu penses que c'est nous qui l'avons créé ou tu penses que c'est plutôt quelque chose qui nous est imposé ? Comment tu le vois les choses ? Moi je pense que c'est... Alors c'est qui le nous en fait, Ouais, c'est ça. ouais. Mais en tous les cas, c'est on va dire, c'est les fondements de notre économie et c'est quelque part l'économie après qui va modeler le monde, quoi. Ouais, d'où la raison en tout cas. Moi, c'est pour ça que je crois beaucoup en une économie régénératrice. Je pense, enfin, j'en suis sûr même, ceux dans lesquels tu œuvres, je ne sais pas si on se rend compte là-dessus, mais en tout cas, nous, c'est un peu notre but aussi. Ouais, donc, tu t'installes en Dordogne. L'idée de cette ferme est pour ce côté idéologique, militant, etc. Est-ce que tu te formes ? Comment ça se passe l'histoire de ton arrivée en Dordogne ? T'as 23 ans. Donc c'est quand même super jeune. C'est quoi les débuts ? Bah, c'est assez simple parce que les formations, au début, moi, j'avais pas spécialement envie de faire de l'agriculture, mais j'achète ce terrain qui fait plus de 10 hectares pour être autonome, indépendant, et du moment que j'ai des terres, je me pose la question quand même de comment les cultiver. Et j'ai vu plein de documentaires Arte où ils montraient les problématiques de l'agriculture moderne. Donc, pour moi, c'est clair que je ne vais pas faire ça. Donc, je ne vais pas aller me former dans des cycles de formation où ce modèle agricole est celui qu'on va enseigner. Du coup, presque mes sources d'inspiration, ça a été le bouquin de Fukuoka, principalement, La révolution d'un seul brin de paille, et puis les bouquins de Mollison et de Holmgren sur permaculture, où là,
Et même, il y avait aussi le génie du sol vivant de Bernard Bertrand, où finalement, là, on a une autre approche de l'agronomie qui va être plus basée sur la biologie. Et ça, je trouve ça fascinant, quoi. Puisque finalement, tout le discours, toute la rhétorique de l'agro-industrie qui dit sans engrais, sans pesticides, on peut pas nourrir la planète, et ben finalement, il y a des gens qui montrent qu'on peut faire pousser des légumes, qu'on peut faire pousser des céréales, qu'on peut faire pousser en fait, tout ce qu'on a besoin sans détériorer les sols, voire en les régénérant. Et ça, je trouve ça fantastique. Je me dis, si c'est possible, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on est capable d'atteindre ce résultat, de nourrir beaucoup de gens grâce à tout ça? Moi, je pense que d'un point de vue technique, il n'y a aucun problème pour mettre en place des modèles d'agriculture régénérative que ce soit en élevage, en viticulture, en céréales, en maraîchage. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pas un problème technique, quoi. Et c'est pour ça que là, on a sorti un livre, La ferme de Cagnols, et dans l'introduction, on va parler, ça va être une introduction philosophique, et puis après, ça finit avec une partie sur la comptabilité et l'économie, puisque finalement, je pense que c'est une vision du monde et des logiques économiques qui s'appliquent à cette vision du monde, qui font que finalement, l'agriculture est quelque part bloquée dans une logique qui est destructrice, quoi. Avant de trouver ton modèle, et encore tu me disais en off que finalement c'est en perpétuelle dynamique, ça change tout le temps. J'imagine qu'il y a eu un paquet d'essais et d'erreurs les premières années de cette recherche d'autonomie. Quelles ont été pour toi peut-être les choses que tu éviterais de faire aujourd'hui, ou que tu dirais à quelqu'un d'éviter de faire dans les premiers temps quand on cherche à s'autonomiser? Les erreurs, j'ai fait des erreurs peut-être un peu techniques, parce que du bouquin, par exemple, de Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille, a un modèle, on va dire, de maraîchage sur sol vivant efficace. Et ben, il faut avoir un peu d'imagination. Et au début, il n'y avait pas la chaîne maraîchage sur sol vivant, il n'y avait pas... Il n'y avait rien en fait, Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Pour juste ça, la littérature. Quand les premières vidéos que j'ai vues, elles m'ont tellement inspiré que j'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube pour justement partager nos essais. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup d'informations, et du coup, c'est beaucoup plus facile de pouvoir comprendre assez rapidement et pouvoir arriver techniquement à produire efficacement, quoi. Y compris pour soi-même. Les techniques, c'est vrai qu'il y a des ressources de dingue maintenant, vers de terre production, etc. Ce que tu fais toi-même avec ta chaîne sur la ferme de Cagnols, il y a beaucoup de littérature, il y a eu beaucoup de formations qui sont sorties depuis. En 2008, c'était déjà pas le cas. C'est vrai que quand tu lis le livre de Fukuoka, à la fin, tu te dis bon, ok, mais je fais quoi? Ça te laisse un peu en suspens. Ok. Aujourd'hui, la ferme, c'est quoi? Tu peux nous décrire qu'est-ce que vous avez comme activité sur celle-ci? Et ben, la ferme, là, elle fait plus de 10 hectares, donc il y a 5 hectares de noyers qui commencent à devenir beaux et qui vont commencer à bien produire. Que tu as planté? Oui, que j'ai planté, ouais. Il y a plus d'1 hectare de vergers diversifiés, c'est une sorte de conservatoire végétal. On a une partie de production, on fait pousser des légumes pour la semence paysanne reproductible. Donc ça a été notre cœur d'activité à un moment. Mais là, le marché s'est un petit peu effondré. Du coup, on continue à avoir quelques contrats de multiplication de semences, mais c'est plus véritablement significatif en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, on a un petit peu rebondi sur la production et la commercialisation de CBD et de CBG, que ce soit en fleurs, en résine et surtout en huile, quoi. Ok. Donc là aujourd'hui, vous êtes combien sur la ferme à vivre sur cette activité? Et ben là, en termes de... Là, pour le moment, moi, j'y travaille. Il y a ma compagne qui travaille un petit peu bénévolement. Et il y a un petit peu des saisonniers, c'est-à-dire 1 ou 2 collègues qui font quelques heures en été, mais du coup il y a vraiment plus grand monde. On a eu vraiment une période d'expansion où
en fait, le marché et la demande de multiplication de semences étaient importants. Du coup, on a grossi, on est monté jusqu'à 5, et puis finalement, presque assez, en fait, c'est en 2023, le marché s'est effondré, et du coup, on a suivi on a dégonflé, du coup, on a diminué les volumes, et du coup, heureusement qu'on a eu qu'on est parti sur le CBD et CBG pour on compenser, est quoi. aussi entrepreneur quand on est paysan. Et donc, il faut savoir faire des choix et parfois aussi diversifier ses offres pour pouvoir arriver à se maintenir. La multiplication des semences, tu l'expliques comment, l'effondrement? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est un côté conjoncturel du coup, avec le Covid, il y a eu vraiment des taux de croissance à 2 chiffres chez les semenciers, donc ça marchait bien. Après, il y a le marché de la bio qui s'est effondré. Il y a aussi dans la bio de plus en plus principalement dû aux distributeurs qui souhaitent avoir des légumes, on va dire, calibrés, standardisés. Il y a eu de plus en plus de producteurs qui sont passés à des semences hybrides F1 pour avoir, qui répondent justement à ces problématiques de standardisation. Ça, plus peut-être plus de graines qui viennent d'autres pays européens avec des législations et des coûts de production moins élevés, ça a fait que mon chiffre d'affaires sur la semence a été divisé par 10 d'une année à l'autre, ce qui est quand même assez impactant, pour mettre un euphémisme. Solide. Quel est pour toi il y a quand même eu une sacrée différence entre l'arrivée en 2008, la recherche d'autonomie, et ensuite un modèle de ferme agro-commercial, quoi, enfin, mais avec cette vocation écologique tout de même. C'est quoi les plus grands challenges que tu as rencontrés dans toutes ces années? Au début, moi, je cherchais mon autonomie, je cherchais à comment vivre tranquille, peinard, sur ma ferme, en essayant juste de ne pas contribuer à des choses qui ne me convenaient pas. Mais quand j'ai vraiment compris l'impact qu'avait l'agriculture d'un point de vue écologique, je me suis dit, mais il faut diffuser ça, il faut partager ça. C'est pour ça qu'il y a eu la chaîne YouTube, là le livre, et là je suis heureux de pouvoir venir en parler, parce que quand même, l'agriculture, il y a 50% de notre territoire, c'est de l'agriculture. Et même si on extend un peu, il y a 30%, c'est de la foresterie. Et désormais, on fait pousser des arbres, presque comme on fait pousser des champs de maïs. Donc en fait, il y a 80% du territoire qui pourrait être dans des logiques vertueuses d'aggradation des sols et d'avoir finalement un impact positif en termes de biodiversité, de cycle du carbone, de l'eau. Et notre manière de gérer ces 80% du territoire sont dans des logiques de destruction. Donc c'est quand même assez incroyable. Je trouve qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement, on va nous parler de voitures électriques, d'ampoules basse consommation et de fermer les robinets. Mais le sujet de l'agriculture, qui est vraiment le sujet central, il est souvent au moins mis de côté ou vraiment... Vraiment, en tous les cas, il n'est pas central dans le débat, alors pour moi, c'est vraiment... on ne peut pas parler d'écologie si on ne parle pas d'agriculture, quoi, c'est pas sérieux. Non, clairement. Et complètement lié à la gestion du paysage, on voit des inondations partout, on voit des choses comme ça. C'est intimement lié à tout cela aussi. J'insiste, je sais que tu ramènes le discours toujours vers ta mission, je la comprends entièrement. Moi, j'ai aussi envie de comprendre ton parcours. Quels ont été vraiment justement les challenges que tu as eu dans la création de cette ferme, de ce modèle, dans les expérimentations que tu as fait pendant toutes ces années? On parle de 2008 à 2026, on est presque sur 20 ans d'expérimentation. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont envie de savoir, qui ont envie aussi de créer des fermes qui sont dans ce type de projet, il y en a certainement. Quel message, quel challenge tu as rencontré, quel message tu voudrais leur faire passer, comment ton parcours pourrait les aider? Quelles ont été mes difficultés à moi? Ouais. Pour moi, ce qui a été dur, mais sur 2 points, ça a été par exemple, à un moment, je me suis dit, on a des techniques de maraîchage sur sol vivant qui commencent à être fonctionnelles, du coup,
on met des gros champs en place pour faire des images et montrer que c'est possible. Après, dès que je me retrouve avec 10 tonnes de potimarron, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, j'ai été vraiment surpris et j'ai eu des grosses difficultés, en fait, à vendre ce qu'on produisait. Et moi, ce qui m'a toujours animé, ça a été plus le côté de répondre à ce challenge, de voir est-ce que c'est possible de produire. Et ça, oui, mais une fois que tu as produit, eh ben, tu te retrouves à dire, mais qu'est-ce que j'en fais pour que c'est du sens de l'avoir produit? Et c'est là où finalement, maintenant, je commence à comprendre un petit peu la leçon. Et c'est vrai qu'avec de passer de la production de légumes à la multiplication de semences, ce qui était intéressant, c'est que pour la semence, c'est toujours des contrats qui sont signés en avance sur un contrat de multiplication de tant de kilos ou tant de graines de telle ou telle variété. Donc du coup, tu sais ce que tu as à produire et du coup, si tu produis et que la qualité est bonne, tu es payé. Donc ça c'est assez sécurisant et c'est ce qui me plaisait dans le côté multiplication de semences. Mais bon, comme je disais avant que ça s'est un peu cassé la gueule, du coup là on est reparti sur du CBD, CBG. Et donc là on se retrouve encore dans les problématiques de dire on produit, ok, on essaie de faire la meilleure qualité possible, mais après, toujours, comment je le commercialise, comment j'ai de la visibilité. Et ça c'est un truc qui est dur pour moi. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que j'ai l'impression que produire, il y a plein de gens qui ont du mal à produire, qui se galèrent, mais j'ai l'impression que si on n'arrive pas à produire, c'est souvent qu'on est parti sur des mauvaises logiques de production, puisque c'est quand même assez incroyable de voir le sol vivant, entre guillemets. Tu mets de la matière organique, la vie biologique se développe, les plantes, elles poussent quand même assez facilement, et tu peux avoir toujours des problèmes, mais c'est des problèmes techniques auxquels, une fois, tu prends une leçon, puis tu comprends l'erreur et tu t'améliores. Mais au niveau de la commercialisation, c'est autre chose. C'est presque un autre savoir-faire que j'ai jamais véritablement réussi à développer. Et oui, c'est ça ma problématique principale, quoi. Ok. Ça se comprend un petit peu parce que tu n'étais pas dans cette vocation au départ. Et en effet, ça peut être un frein. Moi, je le remarque aussi dans beaucoup de porteurs de projets. La dimension entrepreneuriale est souvent un peu mise de côté pour la mission, pour le côté comment dire, sens, etc. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, la concrétisation, moi je pense de tout cela, c'est aussi cette connexion entre la vente qui est la concrétisation de notre impact sur les gens, et en effet, la commercialisation a un rôle hyper important. Comment tu cherches à sortir de ça, en tout cas les solutions que tu entrevois? Est-ce que tu en entrevois déjà ou tu continues de chercher? Enfin, est-ce que peut-être aussi le choix que tu avais fait de la Dordogne est peut-être pas idéal aussi pour commercialiser, donc tu vas peut-être trouver d'autres moyens. Enfin, c'est quoi tes recherches aujourd'hui à ce niveau-là pour développer ce côté-là? Le fait d'être en Dordogne, c'est plus un problème vu les choix d'activités qu'on a pris, puisque là finalement on est sur du CBD et CBG qu'on vend en ligne. Donc là en fait on a presque toute l'Europe comme marché, donc ça c'est plus un problème. Et pour la semence c'est pareil, c'est des produits à haute valeur ajoutée qui finalement peuvent être exportés, et le fait d'être localisé en Dordogne c'est pas un problème. Donc tu t'es départi de ça grâce à Digital. Je pense que ça a été aussi l'enseignement que la salade, ça se déplace pas bien et que les coûts logistiques sont énormes. Donc j'ai l'impression d'avoir appris un petit peu et là j'espère que ça va fonctionner quand même. Écoute, ça fonctionne quoi. Il y a pas de raison. En tout cas, je pense que tu t'es départi de la géographie, de la localité. C'est aussi une voie. Il y a quand même pas mal d'activités sur la ferme, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est le côté agro-recyclerie aussi. Tu peux nous expliquer comment ça marche? C'est un petit peu c'est un concept qu'on a. C'est l'idée de dire parce que on a récupéré en fait pendant plusieurs années, j'ai récupéré des déchets pour faire de nombreuses expériences.
Et on voit toujours, en fait, il y a les déchets, c'est un coût pour certaines personnes, et puis après, on va avoir, en agriculture, par exemple, des intrants qui sont aussi un coût pour les agriculteurs. Et en fait, les déchets organiques, c'est les intrants de l'agriculture. Et c'est juste, en fait, reboucler la logique du cycle du carbone. Alors que dans notre société, de manière où sont structurées les filières, on voit vraiment les déchetteries qui ont un problème de déchets organiques, et d'un autre côté, des agriculteurs qui ont des taux de matière organique des sols toujours plus bas et qui vont mettre des engrais minéraux pour compenser, quoi. Alors que finalement, il suffit de récupérer les déchets d'à côté, de les mettre sur le champ, de laisser faire les vers de terre en arrêtant de les détruire avec des coups de charrue, et la fertilité des sols remonte, le carbone est stocké dans les sols absorbent l'eau, bref, un cycle vertueux se met en place, quoi. Et tu le réalises comment pratiquement ça sur la ferme comment t'as mis enfin quelles unités de recyclage tu travailles avec des partenaires, tu réalises des recyclages sur place. Tu peux nous citer quelques exemples de ce que tu fais? Principalement, là, il y a deux sources qui sont vraiment prépondérantes en tonnage de matière organique qu'on reçoit. Ça vient des déchetteries, ce qu'on appelle du broyat de déchets verts. Donc c'est un petit peu tout ce qu'amènent les particuliers et les professionnels en termes de déchets verts qui va être broyé et qu'on récupère. Ça se paye ou c'est offert ou comment ça se passe? Le déchet broyé est offert en départ plateforme. Donc après, le coût, transport. C'est le transport. Et après, j'ai récupéré aussi pas mal de camions de matière organique qui venaient de Syrie. C'est-à-dire tout ce qui était écorce, sciure. Ok. Et là, en rentrant un petit peu dans le côté un peu plus technique, peut-être pour les plus avancés de notre audience, t'as pas de problématique par rapport à... C'est quand même beaucoup de cupressus, de cyprès, de taille de haie, de choses comme ça. T'as pas de problème de présence de trop de résineux dans ce que tu mets sur ton sol, etc. Ça va, ça passe? C'est dilué, Alors, dans les broyats de déchets verts, c'est mélangé, on n'a jamais eu aucun problème. Ouais. Et pour répondre à la question des résineux plus spécifiquement, des fois, quand on prend des déchets de Syrie, il y a des camions qui sont des bennes qui sont que du pain. Et en fait, on n'a pas vu de différence de pouce sur des potimarrons entre de la matière organique 100% de pain et d'autres essences, par exemple comme des feuillus ou du peuplier. Et par exemple, la Florentaise, qui est le plus gros fabricant de terreau en France, un de ses principaux produits d'intrants, c'est du résineux, qui vont justement travailler. Ils séparent l'écorce de l'aubier et ils défibrent d'un côté. Et finalement, il n'y a pas de problème en fait entre la matière organique des résineux une fois qu'elle est mise au sol. Ce qui pose un peu plus de problème, j'ai l'impression que c'est d'être sous un pain qui, lui, va acidifier par son système racinaire. Après, on n'a pas fait non plus, on ne fait pas du 100% tuya, quoi. Il y a des essences quand même que je... Ouais, je comprends. Ce que j'aime beaucoup quand je regarde tes vidéos, c'est le côté t'assumes. Et on va juste, c'est la petite anecdote, c'est pour la bâche, la fameuse bâche. Moi, j'ai adoré cette vidéo parce que t'assumes complètement ce que tu fais et tu t'es sur le terrain, quoi. Parce que je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup sur les techniques, sur l'utilisation de ci, sur l'utilisation de ça. Et tu t'es exposé par le biais de ta chaîne YouTube, tu as choisi de le faire. Du coup, tu t'exposes aussi à ça, comme nous, comme tout le monde, comme il y a toujours quelqu'un pour te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Comment tu le vis, ça? Comment depuis que tu as communiqué sur ta chaîne YouTube, etc., est-ce que tu as des petites frustrations ou est-ce que ça te gêne ce genre de critiques que tu reçois alors que tu te casses le cul sur le terrain tous les jours? Non, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des critiques, comme ça, ça montre que ça a un peu d'impact, ce que je dis. Non, je suis plutôt flatté. Ouais. Ok, cool. Donc pas de problème là-dessus. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré ce fait d'assumer les choses parce que
quand tu es seul sur ta ferme, à un moment donné, ou quand tu es seul à bosser, il faut trouver des solutions. Et ça peut en faire partie. Au niveau des productions, donc tu nous disais qu'aujourd'hui, tu t'orientais pas mal sur le CBD, CBG. Euh, c'est quoi le marché? Comment ça se passe aujourd'hui? Moi, j'ai eu l'impression qu'au début, ça a flambé de partout, le CBD. Et que là, c'est un peu plus en pente douce, ou que c'est peut-être un petit peu en décroissance, j'en sais rien. Toi, tu connais mieux que moi. Tu peux nous parler un peu de ce marché pour d'éventuels porteurs de projets? Euh, Alors au niveau des boutiques physiques, je sais pas trop. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a pas mal qui ferment. Euh, Moi, mon marché, il est sur Internet. Et en fait, je m'adresse principalement, on fait de l'huile, de la résine, mais ce qui m'intéresse le plus, non, on fait oui, des fleurs de la résine, mais ce qui m'intéresse plus, c'est ces fioles d'huile où on fait macérer en fait de la résine dans une huile support. Et finalement, on peut prendre quelques gouttes ou de CBD ou de CBG où on a fait des huiles mixtes. Et ça, c'est quand même hyper intéressant pour tous les gens qui sont stressés, qui n'arrivent pas à dormir, Il n'y en a surtout pas le beaucoup en ce CBD. moment. Et ouais, mais en fait, le marché, il est énorme. Et puis après, de l'autre côté, avec le CBG, on a un côté anti-inflammatoire où on a des gens qui ont des douleurs, des trucs un peu bizarres qui nous témoignent que ça leur fait du bien. En fait, du coup, je me dis, le marché, il est énorme puisque tout le monde n'est pas très bien, quoi. Ouais, clairement. Nos modes de vie, les rythmes, le stress fait que moi, j'ai l'impression de vivre dans un endroit calme, etc. Mais il y a des fois où je prends quand même des huiles parce que en fait, on est souvent sollicité à des stress, quoi. Mhm. Ouais, bien sûr, complètement. Moi aussi, hein, ne serait-ce qu'hier soir. Donc, ok. Cette activité, elle est plutôt en croissance chez toi? En croissance, en termes de chiffre d'affaires, non, là on est plutôt en maintien. Moi Mhm. j'aimerais bien croître, mais là si on maintient, c'est déjà bien. Ok, très bien. Tu vois d'autres perspectives aujourd'hui pour la ferme? Il y a d'autres. Peut-être, tu dis qu'il y a il y a des offres qui ont tendance à baisser un peu comme la multiplication des semences, d'autres qui se maintiennent. Tu vois d'autres débouchés aujourd'hui pour des porteurs de projets de micro-fermes ou de fermes qui pourraient être intéressants éventuellement, ou pour valoriser leur terrain ou autre? Je sais pas, je me suis pas posé la question en fait, des, moi la question que je me pose moi sur ma ferme, c'est que faire maintenant de certaines surfaces qui étaient dédiées justement à la culture des légumes, vu qu'on a diminué. Là, on est en train de... Mais que les arbres, en fait, on cultivait sous des arbres qui ont grandi. Donc là, on est en train de transformer quelque part une ferme plutôt où il y avait plus de légumes vers du fruit et d'essayer de transformer, de, re- de remettre de l'intérêt sur la question esthétique pour repartir sur une activité de chambre d'hôte. Puisque finalement, avant de faire des légumes, on faisait des chambres d'hôte. On a arrêté pour faire du légume, de la semence, etc. Et là, on a envie de reprendre avec de l'accueil touristique en parallèle. Ok, Parce que le site est joli, tout est beau. super, excellent. En plus, le tourisme a tendance à se relocaliser, on le voit pas mal, et tant mieux. C'est quoi le style de vie de Benoît aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu te sens bien dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu t'as trouvé de l'épanouissement sur ce projet de ferme, sur ce projet de vie, que si ça fait 20 ans, j'imagine que tu es sur place, c'est qu'il y a de bonnes raisons, si ça dure encore aujourd'hui, mais tu peux nous parler un peu de ton style de vie et de comment tu te sens dans cet environnement que t'as créé? Il y a toujours plein de trucs qui m'agacent, quoi. Dès que tu souhaiterais vendre un peu plus et que tu n'y arrives pas, ça t'agace. Euh, mais c'est vraiment, pour moi, ça fait du sens ce que je fais, quoi. Et du coup, je crois que c'est vraiment ça le plus important. Du coup, je suis très heureux de vivre où je vis. Et du coup, la question, c'est toujours qu'est-ce que je fais pour que ça continue à avoir du sens et que je puisse continuer à vivre sur cet endroit. C'est pour ça que là, on se dit, on va refaire un petit peu de l'accueil touristique pour être sûr que si l'activité de CBD diminuait, on puisse continuer à vivre tranquillement sur notre lieu, quoi. Ok, on parle un petit peu du livre La ferme de Cagnols, maraîchage sol vivant, agro-recyclerie.
Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, vous le voyez bien. Vous trouverez bien entendu tous les liens dans la description et puis les liens vers ta chaîne YouTube. Je voudrais parler du livret de la chaîne. Est-ce que la chaîne YouTube t'a amené, et peut-être que ça t'a amené l'écriture du livre, ça arrive souvent. T'avais pas une vocation d'être youtubeur. Est-ce que ça t'a amené des bénéfices dans le développement de la ferme, cette ouverture de chaîne, au-delà du message que tu souhaitais transmettre? Ben, ce que ça m'a permis, la chaîne YouTube, j'ai fait des formations pendant 7 ans. Et pendant 7 ans à la ferme, et c'est grâce à la chaîne YouTube qu'il y a eu autant de personnes qui sont venues. Donc d'un point de vue, on va dire, commercial, c'est ça que ça a apporté, quoi. Ok, donc ça a été vecteur d'acquisition pour des clients. Ça ne l'est pas pour des offres plus production terrain, mais en tout cas pour le côté formation, ça a amené son résultat, et puis ça a amené aussi du résultat bien sûr pour la diffusion de ton message. Le livre, c'est apparu comment, cette idée, cette volonté, ou c'est une opportunité qui s'est présentée? Ben, c'est que j'ai l'impression que ce sujet, toujours de dire, j'en reviens à ce que je disais avant, qu'on peut produire sans détruire, d'un point de vue agricole, c'est un message qui me paraît extrêmement important, et pourtant c'est pas ce qu'on entend partout. On entend toujours le discours de il faut mettre plus d'engrais pour continuer à produire. On voit des discours dire il faut mettre moins de pesticides, mais dans les faits, même après 10 ans de plan éco-phyto qui était censé diminuer par 2 la quantité de pesticides, ça a augmenté de 30%. Donc en fait, on reste dans des logiques qui sont destructrices. Sur YouTube, j'ai l'impression que malgré le fait qu'on avait un certain succès sur la chaîne, que pas mal de jardiniers, quelques maraîchers suivaient ce qu'on faisait et témoignaient que ça marchait. Du coup, c'était très bien. Moi, je suis très content de recevoir plein de messages. Mais j'ai l'impression que ça restait toujours considéré comme un rigolo, quoi. Et donc, du coup, je pensais que faire un livre, ça permettait, du coup, de légitimer un peu plus le propos pour essayer de porter ce discours à des gens qui décident, ou voire à plus de monde pour arrêter qu'on croie qu'il n'est pas possible de faire pousser des céréales ou des légumes sans mettre des produits, quoi. Un autre public. Comment on écrit un livre, ça prend beaucoup de temps d'écrire quand même un gros bouquin comme ça. Enfin, moi j'ai déjà écrit un livre, hein. Je pose la question pour tout le monde, mais je sais que c'est beaucoup de travail. Mais tu peux nous raconter un petit peu? Je pense que ça dépend comment on s'y prend. C'est vrai qu'on pourrait presque maintenant faire écrire un livre à une IA en quelques heures. Là, c'était quelque part, ce livre se voulait comme la synthèse de tout ce qu'on a expérimenté, de ce que j'ai compris, des centaines d'heures de vidéos que j'ai pu regarder sur Vers de Terre Production, des formations que j'ai données, des questions qu'on me posait, pour essayer d'avoir un système qui puisse être très compréhensible des enjeux, on va dire, de l'agriculture et des fonctionnements agronomiques des sols, et après une partie itinéraire technique assez pragmatique. Et donc, on a mis 3 ans parce qu'en fait, on a écrit, puis après on relit, on n'est pas content, on repart à zéro. Mais sinon, si c'était clair dans ma tête, en 6 mois, c'était faisable. Mais le problème, c'est que pour que ce soit bien clair, que ça arrive quelque chose là, il a fallu plus de temps pour en accoucher, quoi. Ok, bah écoute, j'espère que ça te permettra d'atteindre tes objectifs de diffusion de ton message autour de l'agroécologie. Là, le prochain projet en date, s'il y en a un, ce serait quoi dans les semaines, dans les mois à venir pour la ferme de Cagnols? Essayer d'enlever un petit peu certaines bâches, justement, qui étaient des surfaces de culture qu'on va diminuer, de reprendre, de tailler un petit peu les arbres, les vergers, d'essayer de transformer cette ferme, pas de transformer, mais de l'amener, de remettre une attention sur la dimension esthétique de la ferme, et de rouvrir au public. Au public, et
C'est vrai que là, c'est vrai quand on se déplace, je sais pas si tu vas des fois en chambre d'hôte, etc. De plus en plus, on arrive dans des systèmes totalement impersonnels, quoi. Et c'est vrai que je me dis que des gens qui viennent en vacances et qui puissent goûter une tomate, qui puissent aller se balader dans les jardins et goûter en fonction des saisons, des variétés de fruits un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Je pense que ça peut être quelque chose à offrir qui peut être très apprécié, quoi. Clairement, l'authenticité, c'est en perdition. Enfin, c'est pas en perdition, mais c'est de plus en plus rare. Et en effet, ouais, j'imagine que ça va être un vrai succès. On a commencé à peu près dans les mêmes dates, parce que quand tu t'installais toi dans le sud de la Dordogne, moi je m'installais en 2007-2008, je construisais ma maison en paille juste au-dessus, à 50 km au-dessus. On s'était jamais rencontrés, mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu as peut-être envie de transmettre quelque chose que t'as pas, une question que je t'ai pas posée pendant cette interview, quelque chose que tu as envie de partager, ou est-ce qu'on a fait le tour? En tout cas, pour cette fois. Bah, si j'ai encore quelques minutes, je reviendrai toujours sur le même point, c'est que, peut-être d'une autre manière, mais c'est quand même assez intéressant de voir que jusqu'au XVIe siècle, quelque part, la seule chose qui produisait de la richesse, c'était l'agriculture et la foresterie, qui produisaient un excédent. C'est même les physiocrates, un courant d'économistes français, mettaient vraiment l'agriculture au cœur de la production de richesse. Et maintenant, et aujourd'hui, la production agricole, comme détruit les sols et fonctionne avec de la subvention publique, ça pose question. Ouais, ça pose grande question. Moi, j'ai un peu d'espoir quand même. Je me dis que avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de beaucoup d'automatisation, etc., le tertiaire dans la société qui a pris énormément de place et du coup qui a sorti toute la valeur de nos sociétés risque de prendre une grande claque et qu'il est possible qu'on revienne à une valeur qui ressorte vraiment de ce qui est fait, produit, artisanat, production agricole, etc., et que ça revienne au centre de la valeur, je l'espère. En tout cas, t'as vu, je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, pendant nos débuts, il y avait des gros, comment dire, des grosses trends, des grosses tendances sur la permaculture, etc., sur l'agroécologie. Aujourd'hui, on en parle moins. T'as la même sensation? Oui, j'ai l'impression que ça s'est évanoui. Mais maintenant, on a des labels haute qualité environnementale, il y a plein de... En fait, le concept de prendre soin, d'avoir une agriculture plus propre, de mettre moins de produits, il a été récupéré, mais dans les faits, les modes de production sont toujours aussi nocifs. Et c'est ça qui... J'ai l'impression que ça, c'est pas trop bon signe. On entend de plus en plus parler d'agriculture qui devrait être propre, et pourtant la quantité de pesticides qui est déversée chaque jour sur nos champs est toujours plus élevée. Et ça j'ai l'impression que la communication, des fois, il y a un sujet à la mode, est récupéré, et du coup on change pas le process, mais on communique pour montrer que tout va mieux. Ouais, complètement. Ça, c'est le côté un petit peu négatif, quoi. Même si le côté positif, et ça, il faut le redire, et je le redis, c'est qu'il y a des pionniers dans tous les secteurs agricoles qui arrivent à produire de manière différente, c'est-à-dire en agradant, quoi. C'est ce que disait Bill Mollison, malgré le fait qu'on ait des problèmes de plus en plus complexes, les solutions restent honteusement simples. On a toutes les solutions à tous les problèmes de société qu'on vit aujourd'hui. On le sait très bien, des pionniers dans le domaine de l'éco-construction, dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine de l'éducation, dans plein de domaines. On a toutes les solutions, et depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans. Il faut les montrer. Franchement, il faut les montrer. C'est pour ça que être à l'aise avec la commercialisation, le marketing, messieurs, dames, le fait de parler de ce qu'on fait, etc., comme on le fait aujourd'hui, et avec le biais de ce genre de bouquin, est hyper important. Donc acceptez de vous exposer, acceptez de faire grandir vos activités et d'assumer vos messages. En tout cas, un grand merci Benoît, pour ta présence,
pour ce bouquin qu'on va s'empresser de lire et de découvrir. Et puis, écoute, à très bientôt. Je te souhaite le meilleur pour la ferme de Cagnols. Et au plaisir d'aller peut-être découvrir un jour sur place, directement. Merci beaucoup. Merci. Ce que Benoît dit à la fin, ça m'a traversé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais on a toutes les solutions depuis 20, 30, 40 ans. Des pionniers dans l'agroécologie, l'éco-construction, l'éducation, tout est là. Et pourtant, ça n'avance pas assez vite. Parce que ces gens-là ne savent pas se vendre, ne savent pas se montrer, ne savent pas transformer ce qu'ils font en quelque chose que les autres peuvent trouver, peuvent comprendre, peuvent acheter aussi. C'est ça aussi le vrai sujet. Et c'est exactement ce dont je veux te parler maintenant. Parce que toi aussi, tu as probablement quelque chose de précieux entre les mains, une expertise, un vécu, une façon de faire les choses qui mérite d'exister peut-être à grande échelle. La question, c'est pas forcément est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est parfait, est-ce que ça mérite d'être peaufiné. La question, c'est est-ce que tu sais le mettre en face des bonnes personnes? Est-ce que tu sais en faire une activité professionnelle durable? C'est ce que j'explore avec toi dans Devenir écopreneur, ma conférence gratuite en 1h30, la méthode en 3 étapes pour transformer ton expertise, ton vécu en une activité professionnelle au service de la planète et des humains jusqu'au premier client. Peut-être que tu produis déjà, peut-être que tu transmets déjà, mais peut-être que tu te demandes encore comment faire pour que ça tienne vraiment dans le temps et que ça soit vraiment rentable. Le lien pour t'inscrire, il est dans la description. Je te souhaite une très belle continuation, je te dis à très vite et en attendant, on persévère ensemble. Ciao.